Cet après-midi-là, je venais de rentrer du supermarché, les bras chargés de sacs d'épicerie, quand j'ai vu mon fils, Ethan, debout dans le salon. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, éclairant son visage, mais cela n'adoucissait en rien la froideur de ses yeux. Je n'ai même pas eu le temps de demander avant qu'il ne parle, sa voix vive, stable et froide comme une lame. « Maman, j'en ai marre de te voir tous les jours. » Je me suis figé. Ma main s'est resserrée sur les poignées du sac jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans ma peau. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, espérant avoir mal entendu. Ethan m'a regardé droit dans les yeux. « Je veux mon propre espace. Tu es trop là. » Ma femme ressent la même chose. Tu devrais trouver un autre endroit pour que nous puissions vivre notre propre vie. Ces mots ont frappé comme une gifle en plein jour. Chaque syllabe a résonné dans mon esprit, s'y gravant profondément. Cette maison, je l'ai achetée avec mon propre argent. L'acte de propriété est toujours à mon nom. J'ai tout payé, jusqu'au dernier centime, juste pour que mon fils ait un bon départ dans la vie. J'ai emménagé dans la plus petite pièce, j'ai vécu simplement pour les soutenir, et maintenant j'étais soudainement le fardeau. Tu es sérieux? J'ai essayé de garder ma voix calme, bien que ma poitrine se soit sentie écrasée. Ethan a hésité une seconde, puis a dit encore plus froidement. Je dis juste ce que nous pensons tous les deux. Tu sais, c'est vrai. Ma femme n'a jamais été à l'aise avec toi vivant ici. J'ai fixé ses yeux. Alors, j'ai payé pour cette maison et maintenant je suis censé quitter ma propre maison. Il n'a rien dit. Pas d'argument, pas de soupçon de regret. Dehors, une voiture est passée et s'est estompée au loin. À l'intérieur, le seul son qui restait était le battement de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Je n'aurais jamais imaginé que le jour viendrait où mon fils me regarderait comme si j'étais quelque chose de jetable, quelque chose à écarter. Quand je ne serais plus utile, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé les sacs d'épicerie sur la table. D'accord, ai-je dit, un seul mot. Pas de dispute, pas de supplication. Ethan a hésité, s'attendant probablement à ce que je pleure ou que je crie, mais je me suis juste retourné, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre le mur froid et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. Le choc n'était pas encore passé. Je me suis souvenu du jour où je lui ai remis les clés de cette maison. Son visage rayonnant de joie et sa promesse. Maman, tu auras toujours une place ici. Maintenant, cette promesse n'était plus qu'un souvenir brisé. J'ai entendu Ethan dans le salon parler au téléphone, son ton léger, soulagé, comme s'il venait de se libérer d'un fardeau. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une décision spontanée. C'était planifié. Ma poitrine s'est resserrée, mais quelque part sous la douleur, une autre pensée a commencé à se former. S'il voulait que je parte, je partirais, mais pas les mains vides. Je suis restée assise là, à écouter le tic-tac de l'horloge, chaque battement comme un marteau frappant la vérité. Si Ethan avait fait son choix, alors je ferais le mien. Pas de larmes, pas de supplications. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Martha, ma meilleure amie depuis mes années de travail à la bibliothèque municipale. J'ai répondu en essayant de paraître normal. « Catherine, es-tu libre cet après-midi ? Je viens de faire ta tarte aux pommes préférée. » J'ai souri faiblement. « Je passerai peut-être, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'abord. » 30 minutes plus tard, je suis sorti de ma chambre en portant un petit sac. Ethan a levé les yeux, fronçant les sourcils. « Où vas-tu ? » Sortir un peu. Ne m'attends pas, ma réponse a été courte. Il a commencé à dire quelque chose, mais son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis m'a complètement ignoré comme si j'avais cessé d'exister. J'ai retrouvé Martha dans un café près de la gare routière. Quand je lui ai tout raconté, son visage s'est assombri. Il a dit ça dans la maison que tu as achetée ? J'ai hoché la tête. Je pense qu'il est temps de partir, mais je ne leur laisse rien de valeur. Martha a posé son menton sur sa main, ses yeux brillant légèrement. Tu prévois de vendre la maison. Pas seulement de vendre, ai-je dit. Vendre rapidement, discrètement, avant même qu'il ne réalise ce qui se passe. Il pense que je partirai tranquillement, ai-je poursuivi. Mais je vais tout reprendre avant de disparaître. Le plan a commencé cette nuit-là. Martha m'a présenté à un agent immobilier nommé Monsieur Jameson, qui l'avait autrefois aidé pour une affaire d'héritage. Il a accepté de me rencontrer en privé. Pas d'annonce publique.
Sous la lueur jaune et chaude de sa lampe de bureau, nous avons discuté des détails. Vous voulez vendre la propriété entière? La maison est à votre nom, c'est bien ça, a-t-il demandé. Tous les documents sont légalement à moi, ai-je dit fermement. Monsieur Jameson a souri. Alors c'est simple. J'ai quelques clients prêts à payer comptant. Si vous êtes d'accord, nous pouvons conclure en moins d'une semaine. Une semaine, juste assez court pour qu'Ethan et sa femme ne remarquent rien. Je les imaginais rentrant un jour pour découvrir que la maison n'était plus la leur. Étrangement, cette pensée m'a apporté la paix. Quand je suis rentré à la maison, Ethan était parti. Le salon était silencieux. J'ai regardé chaque objet que j'avais choisi, chaque photo encadrée sur le mur. Bientôt, rien de tout cela ne leur appartiendrait. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai envoyé un message à Monsieur Jameson. Commencez demain. Discrétion absolue. En appuyant sur « Envoyer », mes mains étaient stables. Je n'étais plus la femme silencieuse et soumise de cette maison. Je partais, mais cette fois à mes propres conditions et avec tout ce qui était à moi. Le lendemain matin, la lumière d'automne filtrait à travers les rideaux, baignant la cuisine d'or. J'ai préparé une cafetière de café fort, je l'ai versé dans une tasse en porcelaine blanche, je me suis assise et j'ai ouvert mon vieux carnet en cuir. Page après page était remplie de chiffres, de dates, de listes de choses que j'avais achetées pour la maison, un canapé italien, des couteaux japonais, un lave-vaisselle installé l'année dernière. J'ai marqué les articles que je pouvais emporter ou vendre séparément. Chaque marque rouge était à la fois un souvenir et un atout. À 9 heures, Monsieur Jameson a appelé, Madame Miller, j'ai trouvé un jeune couple intéressé par un achat dans votre région. Ils sont prêts à payer comptant, mais aimeraient voir la maison bientôt. Cet après-midi, ai-je demandé. Parfait, a-t-il dit. Voudriez-vous qu'ils rencontrent les résidents actuels? J'ai fait une pause. Je m'assurais que la maison du portier est vide. J'ai envoyé un SMS à Ethan. J'ai des invités cet après-midi. Ne rentre pas tôt. Sa réponse est venue rapidement. Peu importe. Juste 2 mots, mais ils m'ont tout dit. À ses yeux, je ne comptais plus. À midi, j'ai commencé à faire mes cartons. Les objets de valeur sont allés dans des boîtes en carton étiquetées. Je les ai chargés dans la voiture de Martha garée devant. À 15 heures, le jeune couple est arrivé avec Monsieur Jameson. Ils étaient polis, habillés simplement, les yeux brillants d'espoir. Ils ne connaissaient pas l'histoire de cette maison. Ils voyaient juste une maison chaleureuse et bien entretenue, pleine de potentiel. Je leur ai fait visiter, décrivant chaque pièce aussi calmement que n'importe quel agent professionnel, bien qu'à l'intérieur je me sente à la fois soulagée et douce amère. On adore, a dit la femme en se tournant vers son mari. Il a hoché la tête. Si vous êtes d'accord, on peut verser un acompte tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Jameson. Il a hoché la tête, confirmant que tout était en ordre. Après leur départ, j'ai verrouillé la porte et je suis resté au centre du salon. Cet endroit avait été le témoin de trop de choses que je voulais oublier. Des dîners silencieux, des remarques acerbes, et le moment où Ethan m'a dit de disparaître. Cette nuit-là, je suis resté, non pas parce que je le devais, mais parce que j'ai choisi de dire au revoir à mes propres conditions. Sur la table de la cuisine se trouvait le contrat de dépôt, soigneusement signé. Tout était en mouvement. J'étais assise près de la fenêtre du salon, regardant les lampadaires scintiller à travers les branches à l'extérieur. Dans ma main, une tasse de thé chaud fumait doucement, comme les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Ethan. « Maman, peux-tu garder Sophie demain? Amélia veut sortir toute la journée. » J'ai souri faiblement, non pas de joie. J'aimais beaucoup ma petite fille, mais le ton d'Ethan me rappelait qu'à leurs yeux, j'étais juste une garde d'enfants gratuite. J'ai répondu, non, je suis occupé. Juste 2 mots, mais je savais qu'il les lirait plus d'une fois. Je lui disais rarement non. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. La brume recouvrait la cour, la rosée scintillant sur l'herbe. J'ai fait du café et j'ai repris mes cartons. Le bruit du ruban adhésif se déchirant sur les boîtes était rythmé, comme si je coupais tous les liens qui restaient. Vers 10 heures, Martha est arrivée. Ses yeux ont balayé la pile croissante de boîtes. C'était rapide, a-t-elle dit. Je veux que tout soit fini avant même qu'il ne s'en rende compte. Je lui ai tendu une liste. Ça va au garde-meuble, le reste à la salle des ventes.
Martha a aidé à charger les boîtes dans le camion de déménagement loué. Le chauffeur, un jeune homme silencieux, a travaillé efficacement. J'avais prépayé 6 mois de stockage, assez de temps pour m'installer quelque part de nouveau. Cet après-midi-là, M. Jameson a appelé, Madame Miller, les acheteurs ont viré la compte. Je préparerai le contrat final pour la signature vendredi. J'ai regardé le calendrier. Vendredi, seulement 3 jours. 3 jours pour tout finir. 3 jours dans cette maison. Cette nuit-là, Ethan et Amelia n'étaient pas encore rentrés. J'ai mangé un bol de soupe au poulet avec du pain en silence. Étrangement, je ne me sentais pas seul. Vers 21h, ils sont finalement rentrés. J'étais toujours à table, en train de lire. Amelia a jeté un coup d'œil aux boîtes mais n'a rien dit, supposant probablement que je faisais juste du désencombrement. Ethan faisait défiler son téléphone. N'oublie pas de garder Sophie demain, a dit Amelia, son ton autoritaire. J'ai fermé le livre et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai déjà dit à Ethan. Je suis occupé. Elle a haussé les sourcils, sur le point de discuter, mais s'est arrêtée, peut-être surprise par le calme et la fermeté de ma voix. Quand ils sont montés, j'ai de nouveau regardé la maison. Tout se détachait lentement de moi, devenant le passé. Je savais que d'ici vendredi, je partirais non pas comme quelqu'un qui a été chassé, mais comme quelqu'un qui a choisi de partir. Jeudi matin, j'ai reçu un appel inattendu de mon ancien avocat, Monsieur Harris, qui m'avait aidé à acheter cette maison. Son ton était sérieux. Catherine, je viens d'apprendre d'une banque locale. Quelqu'un essaie d'utiliser votre maison comme garantie pour un prêt important. En savez-vous quelque chose? Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Non. De qui s'agit-il, Monsieur Harris? Il a soupiré. La demande a été déposée sous les noms d'Ethan et Amelia, mais le problème, c'est, il a fait une pause, qu'elle inclut un document de procuration avec votre signature. J'ai fermé les yeux, pas surprise, mais la piqûre de la trahison a brûlé profondément. Harris, je n'ai jamais signé de procuration pour eux. C'est un faux. C'est ce que je pensais aussi, a-t-il dit doucement. Pouvez-vous déposer un gel immédiat et une vérification légale, ai-je demandé. Bien sûr, je vais agir rapidement. Envoyez-moi votre échantillon de signature vérifié. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté figé. La maison n'était même pas encore vendue, et ils essayaient déjà de l'hypothéquer dans mon dos. Clairement, mon départ ne suffisait pas. Ils voulaient me vider davantage. À midi, j'ai appelé Monsieur Jameson et j'ai brièvement expliqué. Sa voix était calme. Ne vous inquiétez pas, Catherine. Une fois la vente terminée, toutes les demandes d'hypothèque en attente deviennent invalides. Je m'assurerai que votre transaction soit prioritaire. Cet après-midi-là, j'ai continué à faire mes cartons. Chaque boîte scellée ressemblait à une boîte finale. Un point final à la fin d'une longue phrase. Martha est revenue, portant 2 sacs de nourriture et une tasse de café. Harris m'a tout dit, a-t-elle dit. Tu fais bien de vendre rapidement. Si tu hésites, ils trouveront un autre moyen de te lier. Ce soir-là, Ethan est rentré plus tôt que d'habitude. J'étais dans la cuisine quand la porte s'est ouverte. Il est entré, les yeux fixés sur les boîtes empilées. Maman, es-tu? J'ai croisé son regard, j'ai hésité un instant, puis j'ai dit, oui. Ethan s'est mordu la lèvre. Tu n'es pas obligé de. J'ai interrompu. Inutile d'expliquer. C'est décidé. Il est resté silencieux, un malaise vacillant dans ses yeux. Je n'ai rien demandé de plus, non pas parce que je m'en fichais, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Quand il est monté, j'ai ouvert mon vieux carnet en cuir et j'ai écrit une ligne. Demain, signez le contrat de vente. Demain, cette maison ne m'appartiendrait plus, ni à eux. Pour moi, ce n'était pas une perte. C'était la liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mélange d'anticipation et de prudence. C'était le jour de la signature des papiers. Mais avant de sortir du lit, un email inconnu est apparu dans ma boîte de réception. Ce matin-là, l'avocat d'Ethan a tenté de bloquer la vente par email, mais Monsieur Jameson a rapidement confirmé que tout était légal, alors nous avons continué sans délai. J'ai décidé de ne pas mentionner la signature ce soir-là. Moins les gens en sauraient, plus ce serait sûr. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bureau de Monsieur Jameson. Le ciel était clair mais froid.
Sur la table de conférence, les documents étaient soigneusement disposés. Monsieur Jameson et l'avocat Harris étaient tous deux présents. Vous avez juste à signer ici, ici et ici, a dit Harris en désignant chaque page. Le stylo a glissé en douceur sur le papier. Chaque signature ressemblait à la coupe d'une autre chaîne invisible. Quand j'ai terminé, j'ai posé le stylo et j'ai expiré. Monsieur Jameson a rassemblé les documents avec soin, a hoché la tête. C'est fait. Le paiement sera transféré sur votre nouveau compte dans les 24 heures. Il est dans une autre banque et vous seul y avez accès. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un petit magasin de bord de route et j'ai acheté une nouvelle valise. Pas une grande, mais assez pour contenir ce dont j'avais besoin pour le prochain chapitre de ma vie. Je ne savais pas encore où j'allais, seulement que je ne laisserais pas de traces qui pourraient être facilement suivies. Quand je suis rentré à la maison, Ethan et Amelia étaient déjà là. Amelia était assise sur le canapé, les yeux fixés sur son téléphone. Ethan s'appuyait contre l'embrasure de la cuisine, me regardant avec méfiance. « Où étais-tu toute la journée, maman ?» a-t-il demandé. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai accroché au porte-manteau, je m'occupais juste de quelques affaires personnelles. Amelia a pris la parole, son ton dégoulinant de sarcasme. J'espère que ces affaires personnelles n'affectent pas cette famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri faiblement. Cette famille se fait du mal toute seule, Amelia. Elle s'est figée une seconde, puis a détourné le regard. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et j'ai placé la nouvelle valise soigneusement au pied de mon lit. Seule une pensée restait dans mon esprit. Demain, je partirai. Et quand ils le réaliseront, il sera trop tard. Samedi matin. Je venais de me verser une tasse de café quand j'ai entendu des coups violents à la porte. Ce n'était pas une frappe polie. C'était violent, presque comme si quelqu'un voulait la défoncer. J'ai ouvert la porte et j'ai vu deux policiers, un homme et une femme, debout sur le porche. « Madame Catherine Miller ?» a demandé l'homme. « Oui, c'est moi. » Il a brandi un document. « Nous avons un mandat de perquisition pour cette maison, demandé par le plaignant, Monsieur Ethan Miller. Il prétend que vous dissimulez des biens communs. » J'étais plus calme qu'il ne s'y attendait. « Des biens communs ? Cette maison est à mon nom. Elle est entièrement à moi. Veuillez entrer, mais vous ne trouverez rien d'illégal pour me retenir. » Ils sont entrés et ont commencé à vérifier chaque pièce. Ethan et Amelia sont descendus en courant de l'étage. Amelia était encore en pyjama, les cheveux en désordre, mais ses yeux brillaient d'anticipation comme si elle avait hâte de me voir menotter. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez vendre la maison sans nous le demander d'abord ?» Amelia a craché chaque mot. Je l'ai regardé de la manière dont on regarde un enfant pris en train de voler des biscuits. Non pas penser, savoir, et je l'ai déjà fait. Ethan s'est avancé, élevant la voix. C'est une maison familiale. Vous ne pouvez pas tout détruire juste parce que vous êtes en colère. J'ai ri, un son sec qui m'a même surprise. Famille ? Quelle sorte de famille planifie des prêts dans mon dos, falsifie des documents de procuration, et engage des avocats pour me bloquer ? L'officier de police a pris la parole, son ton ferme. Madame, tous les documents confirment que cette propriété appartient uniquement à Madame Miller. Le mandat n'autorise qu'une perquisition, pas une saisie. Il n'y a aucun signe de crime, donc nous allons partir. Quand ils sont partis, le visage d'Amelia est devenu pâle, et Ethan a serré les lèvres, sans voix. J'ai marché jusqu'à la table de la salle à manger, j'ai pris une épaisse enveloppe de ma veste et je l'ai posée. C'est une copie du contrat de vente de la maison que j'ai signé hier. La transaction est terminée. L'argent est quelque part que vous n'atteindrez jamais. Amelia s'est jetée en avant pour attraper l'enveloppe, mais je l'ai retirée. Non, celle-ci est à moi. Vous recevrez les documents officiels de l'avocat dans quelques jours. À partir de maintenant, vous avez exactement 4 jours pour trouver un autre endroit où vivre. La pièce est tombée dans un lourd silence. Plus de cris. Plus de police. Seulement le poids de la vérité. Ethan m'a regardé avec un mélange de peur et d'incrédulité. Les poings d'Amelia se sont serrés si fort que ses articulations sont devenues blanches. J'ai bu une gorgée de café et j'ai parlé lentement. Je vous l'ai dit, quand vous comprendrez enfin, il sera trop tard. Dimanche matin, je faisais quelques cartons de plus quand j'ai entendu un grand fracas en bas. Je me suis précipité et je me suis figé. Ethan et Amelia déchiraient le salon,
les tiroirs ouverts, les papiers éparpillés partout. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» ai-je crié, ma voix plus forte que prévu. Amélia a levé les yeux vifs comme des lames. « On cherche les papiers de la vente. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Si on les trouve, on annulera la transaction. » Je me suis approché et je me suis tenu devant le tiroir qu'elle venait d'ouvrir. « Touche encore une chose qui est à moi et j'appelle la police tout de suite. » Ethan a attrapé une pile de papier, mais je les lui ai arrachés de la main. Les pages ont volé dans les airs. C'est mon dossier médical. Jusqu'où prévoyez-vous d'aller? Arrête de faire semblant, maman, a grogné Ethan. Tu as changé. Tu ne mets plus la famille en premier. Maintenant, tu ne penses qu'à toi. J'ai laissé échapper un rire sec. Pensez à moi. Après toutes les années où j'ai travaillé sans relâche, payé des dettes, acheté cette maison pour vous, pris soin de vos enfants, et enduré les moqueries et le silence constant de votre femme. Si c'est la première fois que je pense à moi, alors oui, il est grand temps. Amélia s'est avancée, pointant un doigt sur mon visage. On ne part pas. Tu ne peux pas nous mettre dehors. J'ai fait un pas de plus, ma voix froide comme la glace. Je ne vous mets pas dehors. L'acheteur le fera. Et quand la police viendra les assister, ne vous attendez pas à ce que j'intervienne. Le visage d'Ethan est devenu rouge, sa main s'est crispée en un point. J'ai vu le feu dans ses yeux, mais il n'a pas osé bouger. Peut-être parce qu'il savait que s'il franchissait la ligne, ce ne serait plus une affaire de famille. J'en ai assez, ai-je dit clairement. Vous vous êtes habitué à mon silence, mais le silence ne signifie pas le consentement. Amélia a ricané, mais j'ai élevé la voix au-dessus de la sienne. Dans 4 jours, je remettrai les clés au nouveau propriétaire. Si vous êtes encore là à ce moment-là, ils appelleront la police et je serai avec eux. Ils se sont tous les deux figés, incapables de répondre. Je me suis penché, j'ai ramassé les papiers, je les ai remis dans le tiroir et je les claquai si fort que toute la pièce a tremblé. Si vous touchez à nouveau à mes affaires, ai-je dit froidement, il n'y aura pas d'autre avertissement. Je suis monté, les laissant au milieu du chaos et de la vérité qu'ils ne pouvaient pas changer. Cet après-midi-là, j'ai décidé de sortir quelques heures pour me vider la tête. Je suis allé dans un petit café du centre-ville, j'ai choisi un coin tranquille, j'ai commandé un cappuccino et j'ai ouvert mon livre. J'avais à peine lu quelques pages que mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Le premier message venait de ma voisine d'en face, Madame Peterson. « Catherine, que se passe-t-il chez vous ? J'ai vu un camion de déménagement garé devant. Ils sortent des choses. » Je l'ai immédiatement appelé. « Pouvez-vous m'expliquer ?» 2 jeunes hommes. Amélia leur donne des ordres. Ils déplacent une grande armoire et la table de la salle à manger. Je pensais que vous déménagiez. J'ai agrippé mon téléphone. Non, ce sont mes affaires. Sans un autre mot, je me suis précipité hors du café et j'ai conduit directement à la maison. La scène a fait bouillir mon sang. Le camion était ouvert, déjà rempli de meubles, la plupart des choses que je prévoyais d'emporter avec moi. Amélia se tenait dans la cour au téléphone, indiquant aux hommes de continuer. Ethan n'était nulle part. J'ai freiné et claqué la portière de la voiture si fort que tout le monde s'est retourné pour regarder. « Posez tout » ai-je crié. Ma voix a résonné dans la cour. Amélia a froncé les sourcils. « Maman, je t'aide juste à faire tes cartons plus vite. Tu as été si occupée. » Je me suis approché du camion et je me suis tenu juste devant. C'est ma propriété. Si vous sortez encore une chose de cette maison, j'appelle la police tout de suite. Les 2 hommes se sont regardés, puis ont posé les meubles. Clairement, ils ne voulaient pas de problème. Amélia s'est approchée, baissant la voix, mais dégoulinant de venin. Tu réagis de manière excessive. On a des droits aussi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la police. Vos droits s'arrêtent à cette porte, et cette maison ne sera plus la vôtre pour très longtemps. Quand elle a réalisé que je parlais à la police, Amélia s'est détournée en marmonnant des jurons. Le camion est parti en quelques minutes, laissant des meubles éparpillés sur la pelouse. Je suis resté là, le cœur battant toujours. Une partie de moi voulait crier de pure rage, mais la clarté était plus forte. J'ai compris que c'était la preuve qu'ils étaient prêts à enfreindre la loi pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ce soir-là, j'ai envoyé toutes les photos et la déclaration de Madame Peterson à l'avocat Harris. Sa réponse a été courte.
Laissez-les creuser leur propre tombe. Ça facilitera le dossier. J'ai fermé l'email, j'ai regardé la pièce en désordre et je me suis dit, encore 3 jours, puis tout sera fini. Le lendemain matin, le bureau de Harris a appelé inhabituellement tôt. Sa voix était lourde. Catherine, vous devez savoir ceci. Hier soir, Ethan a contacté une autre agence en prétendant que vous êtes mentalement incompétente et a demandé qu'ils arrêtent la vente. Je me suis redressé, mon cœur battant. Mentalement incompétente? Sur quelle base? Ils ont soumis une copie d'une évaluation psychiatrique, mais la signature du médecin est fausse. J'ai appelé la clinique indiquée et ils ont confirmé ne vous avoir jamais traité. J'ai ri amèrement, bien que la colère brûlât en moi. Ils sont désespérés. Oui, a dit Harris. Mais c'est grave. Si nous n'agissons pas rapidement, ils pourraient retarder la vente. Je vous recommande de venir à mon bureau aujourd'hui pour signer une réfutation officielle ainsi qu'un certificat médical. J'ai immédiatement accepté et j'ai appelé mon médecin personnel, le Dr Taylor, qui me traitait depuis plus de 10 ans. En 1 heure, j'avais un certificat de santé mentale officiel déclarant que j'étais tout à fait apte, signé et scellé à l'encre rouge. Sur le chemin du bureau de Harris, j'ai pensé à chaque démarche qu'Ethan et Amelia avaient entreprise, falsifier des documents, s'introduire chez moi, essayer de voler, et maintenant fabriquer une histoire sur ma santé mentale pour me priver de mes droits. Chaque acte était un autre coup de couteau, mais aussi une autre corde se resserrant autour de leur propre cou. Harris avait déjà préparé les papiers. Nous déposerons la réfutation aujourd'hui, a-t-il dit. Et je demanderai également une enquête formelle sur les dossiers médicaux falsifiés. Si l'intention de frauder est prouvée, ils feront face à des accusations criminelles. J'ai signé chaque page d'un trait ferme. Harris, je veux aller jusqu'au bout. Plus de concessions. Il a hoché la tête. Compris. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu Ethan assis sur le porche, le téléphone à la main, et évitant mon regard. Amelia n'était pas là. Je suis passé devant lui, l'entendant marmonner, « Maman, ça va trop loin. » Je me suis tourné vers lui. Trop loin. Au moment où vous avez décidé de me tromper, c'était déjà allé trop loin. Il n'y a plus de retour en arrière. Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'étais déjà entré et j'avais fermé la porte. Il n'y avait plus de place pour la pitié. Cet après-midi-là, Harris m'a envoyé un email. Le tribunal a accepté la réfutation. La vente de la maison se poursuivra comme prévu. L'enquête pour falsification commence cette semaine. En lisant cela, je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai vraiment souri. Plus que 2 jours. Lundi matin, je vérifiais ma liste de colisage lorsque la sonnette a retenti. Sur le porche se tenait une femme en costume sombre, tenant une mallette. Madame Catherine Miller? Oui, c'est moi. Je suis une assistante sociale du département de la protection des adultes. Nous avons reçu un rapport suggérant que vous pourriez être victime d'abus financiers et nécessiter une intervention urgente. J'ai froncé les sourcils. Un rapport de qui? Cette information est confidentielle, a-t-elle répondu, sa voix professionnelle. Mais j'ai besoin de vous poser quelques questions et je devrais peut-être examiner vos conditions de vie. J'ai immédiatement compris. Ethan ou Amelia à nouveau, faisant semblant de s'inquiéter juste pour retarder la vente de la maison. Entrez, ai-je dit d'un ton neutre. Elle a ouvert son carnet et a commencé à poser des questions sur mes revenus, mes comptes bancaires et ma santé. J'ai répondu clairement, lui remettant le certificat médical du Dr Taylor et un relevé de mon nouveau compte bancaire. Elle a froncé les sourcils. C'est étrange. Le rapport vous décrivait comme âgé et fragile, incapable de gérer vos finances, et contrainte de signer des documents. J'ai laissé échapper un petit rire, bien qu'il n'y ait rien de drôle à cela. On dirait qu'ils ont oublié que j'ai initié moi-même la vente de la maison et que j'ai tout signé devant des témoins. Lorsqu'elle a examiné le contrat de vente et les documents justificatifs, son expression s'est adoucie. Il est clair que quelqu'un essaie de manipuler le système pour vous causer des ennuis. Je vais clore ce dossier aujourd'hui. S'ils soumettent un autre faux rapport, ce sera considéré comme une infraction pénale. J'ai hoché la tête, les remercier et les raccompagner. Ma poitrine brûlait de colère, mais aussi de soulagement. Un autre complot démasqué. Cet après-midi-là, Martha est arrivée avec un sac de pâtisserie chaude. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, ses yeux se sont agrandis. Incroyable. Plus que 2 jours, Catherine.
Tiens bon. Ensemble, nous avons organisé les dernières boîtes. La valise était prête. Papiers et contrats enfermés à l'intérieur du coffre-fort portable. À la tombée de la nuit, les lampadaires projetaient leur lueur dans le salon vide. J'ai regardé les murs délavés, les clous nus où les tableaux étaient autrefois accrochés. Plus rien ne me liait à cet endroit. J'ai chuchoté, encore 48 heures, puis tout sera fini. Et je savais que cette fin ne ressemblerait en rien à ce qu'Ethan et Amelia imaginaient. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Monsieur Jameson intitulé « Changement de date de livraison ». Le message était bref. Les acheteurs souhaitent prendre possession un jour plus tôt, ce qui signifie que nous finaliserons toute la paperasse cet après-midi. Si vous êtes d'accord, je m'occuperai de tout. Je l'ai relu pour être sûr. Cet après-midi. Ce qui signifiait qu'Ethan et Amelia avaient moins de 10 heures avant de perdre toute revendication sur la maison. Je l'ai immédiatement appelé. Je suis d'accord. Faites-le le plus vite possible et restez discret. Il a gloussé doucement. Compris. J'apporterai les documents à 15 heures. Je suis resté dans la cuisine, sentant une bouffée d'énergie. J'allais partir plus tôt que prévu, et il n'aurait pas le temps de réagir. À midi, Ethan et Amelia n'étaient toujours pas rentrés. J'ai appelé la société de déménagement et leur ai demandé de venir le jour même. Martha est venue pour aider à superviser. Nous avons travaillé sans relâche. Les boîtes étaient soigneusement empilées, les valises scellées et le coffre-fort portable placé près de la porte. Vers 14 heures, j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. Amelia est sortie, souriante jusqu'à ce qu'elle voie le camion de déménagement garé devant la maison. Son sourire a instantanément disparu. Que se passe-t-il? Que fais-tu, maman? Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste continué à signer des papiers avec les déménageurs. Ethan est sorti de la voiture en fronçant les sourcils. Tu avais dit qu'il restait encore 2 jours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le plan a changé. Je remets la maison cet après-midi. Amelia s'est figée. Non, tu ne peux pas, je peux, et je l'ai déjà fait, les jeux coupés, ma voix froide comme la glace. Les acheteurs voulaient emménager plus tôt, et j'ai accepté. À partir de 16 heures aujourd'hui, ce n'est plus votre maison. Ethan s'est avancé, en colère. Tu as fait ça juste pour nous humilier. J'ai souri faiblement. Non, c'est simplement le résultat des choix que vous avez faits. À 15 heures précises, Monsieur Jameson est arrivé. Nous avons signé les documents finaux dans le salon avec Martha et les déménageurs comme témoins. Quand j'ai posé mon stylo, il a confirmé, la transaction est terminée. Les nouveaux propriétaires arriveront pour récupérer les clés dans 1 heure. J'ai mis le contrat dans mon sac à main et je me suis tourné vers Ethan et Amelia. Je serais parti avant leur arrivée. Vous devriez faire de même. Amelia a ouvert la bouche pour discuter, mais n'a rien dit. Ethan est resté immobile, les yeux fixés sur le sol. Je suis sorti avec Martha, valise à la main. L'air était frais et libérateur. Cet après-midi-là, tout se terminerait selon mes conditions. Alors que nous chargions la valise dans la voiture, un SUV noir a déboulé dans l'allée et s'est arrêté brusquement. Les portes se sont ouvertes et 2 hommes en costume sont sortis, suivis d'une femme d'âge mûr à l'air sévère. Elle s'est approchée et a sorti une pile de papiers de son sac. Madame Catherine Miller, je suis l'avocate représentant Monsieur Ethan Miller et Madame Amelia Miller. Nous sommes ici pour vous signifier une ordonnance du tribunal visant à suspendre temporairement le transfert de propriété. J'ai entendu chaque mot clairement, sans crainte. Pour quel motif? Mes clients prétendent que vous avez vendu la maison pour moins que sa valeur marchande afin de dissimuler des biens communs, violant ainsi leurs droits de succession. J'ai laissé échapper un petit rire. Cette maison n'est pas un bien commun, et ils n'ont aucun droit de succession de mon vivant. Cette ordonnance ne tiendra pas 24 heures. Martha s'est avancée, son ton vif. Ils ne font que retarder les choses et vous le savez. Un des hommes a exigé que j'arrête le déménagement jusqu'à ce que le tribunal examine l'affaire. Je les ai regardés, puis j'ai regardé Monsieur Jameson, qui venait de sortir de la maison avec une mallette. Il a haussé un sourcil. J'ai déposé tous les documents de propriété légaux auprès du tribunal ce matin. Cette ordonnance est basée sur de fausses informations. J'appelle le juge tout de suite. Pendant qu'il était au téléphone, j'ai activé l'enregistreur de mon portable. Veuillez répéter l'intégralité de l'allégation pour le dossier.
L'avocate d'Ethan a hésité, mais a finalement lu toute la déclaration à voix haute. Sa voix a été capturée mot pour mot. Quelques minutes plus tard, Jameson est revenu avec un sourire froid. Le juge a examiné l'affaire. L'ordonnance a été annulée immédiatement. Je vous suggère à tous de partir avant que la police n'arrive pour assister les nouveaux propriétaires. Le visage de l'avocate s'est raidi. Elle a fourré les papiers dans son sac et est partie sans un autre mot. Les deux hommes ont suivi, clairement vaincus. Amelia, qui était restée sur le porche tout ce temps, s'est soudainement avancée et a crié « Tu paieras pour nous avoir trahis, maman ». Je l'ai regardée dans les yeux, ma voix stable et basse. « Non, Amelia, vous paierez pour avoir confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. » Moins d'une heure plus tard, la voiture des nouveaux propriétaires est entrée dans l'allée. Ils m'ont serré la main, ont pris les clés et sont entrés. Ethan et Amelia sont restés figés, comme incapables d'accepter que c'était vraiment fini. Martha et moi sommes montés dans la voiture. En passant le portail, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et je les ai vus toujours debout là. Deux silhouettes perdues sur le porche d'une maison qui ne leur appartenait plus. Je savais que j'avais gagné et que je l'avais fait avec dignité. Pas 10 minutes après avoir quitté le quartier, mon téléphone a sonné. Un numéro étrange. J'ai hésité, puis j'ai répondu « Madame Miller ». Une voix masculine profonde a dit « C'est le détective Monroe du service de police. J'ai besoin que vous veniez au poste cet après-midi concernant une enquête en cours. » J'ai froncé les sourcils. Quel genre d'enquête ? Une plainte a été déposée alléguant que vous avez retiré des biens personnels appartenant à monsieur Ethan et madame Amelia Miller pendant le déménagement. Nous avons besoin de votre déclaration. J'ai laissé échapper un rire sec, incapable de cacher mon sarcasme. Ils sont persistants, n'est-ce pas? Néanmoins, nous avons besoin d'une déclaration officielle dès que possible. Martha m'a regardé en raccrochant. Un autre tour. Oui, mais je ne vais pas seulement me défendre, ai-je dit. Avant d'aller au poste, nous nous sommes arrêtés au garde-meubles. J'ai récupéré les boîtes que j'avais préparées, reçus, factures, photos de chaque article de la maison avant le déménagement, registre de vente signé et relevé bancaire. Au poste, le détective Monroe m'a accueilli dans un petit bureau. Il a ouvert un mince dossier. Madame Miller, voici une liste des articles que les plaignants prétendent que vous avez pris illégalement. Un ensemble de canapés, plusieurs tableaux encadrés, une machine à café et un coffre-fort portable. J'ai calmement disposé les documents et les photos sur la table. Voici le reçu de l'ensemble de canapés du magasin de meubles, daté de 2018, à mon nom. Voici le reçu des tableaux d'une exposition d'art, également à mon nom. La machine à café était un cadeau de Noël que je me suis offert l'année dernière. Et voici la garantie du coffre-fort ainsi que mon relevé de carte de crédit prouvant l'achat. Monroe a examiné chaque papier, son expression passant de la suspicion au respect. Vous vous êtes bien préparé. Je savais qu'ils essaieraient tout, alors je n'ai laissé aucun détail au hasard. Après environ 30 minutes, il a fermé le dossier. Je noterai dans mon rapport que cette plainte est sans fondement. Si vous le souhaitez, vous pouvez contre-attaquer pour fausses accusations. J'ai souri faiblement. J'y réfléchirai. Mais croyez-moi, détective, je n'oublie pas, en quittant le poste, chaque pas me semblait plus léger. Non seulement parce qu'ils avaient encore échoué, mais parce que j'ai compris quelque chose. Chaque coup qu'ils portaient ne faisait que me rendre plus forte. Cet après-midi-là, la lumière dorée du soleil s'étendait sur la route devant et derrière moi. Il n'y avait aucune trace de l'ancienne maison. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement, la douce lumière jaune brillait sur la table vide. Le silence était si profond que je pouvais entendre l'horloge tic-tac. Bien que presque tout soit réglé, mon cœur se sentait encore lourd. Le téléphone a sonné. C'était Harris. Sa voix était sérieuse. Il m'a dit que l'enquêteur avait surpris Amelia en train d'essayer d'ouvrir une autre ligne de crédit à mon nom en utilisant des documents falsifiés que la banque avait déjà rejetés. J'ai fermé les yeux et je n'ai rien dit. Une partie de moi n'était même plus surprise. Pourtant, la trahison semblait toujours suffocante. Merci, Harris. Je déciderai de la suite. Après avoir raccroché, je suis sorti sur le balcon. La nuit était silencieuse, l'air frais. De l'autre côté de la rue, des lumières chaudes brillaient derrière les fenêtres. Des familles se rassemblaient autour de tables à dîner. Des rires, le léger cliquetis de la vaisselle, des sons simples d'appartenance qui ne m'incluaient plus.
Je me suis appuyé sur la balustrade et j'ai laissé les souvenirs affluer. Des dîners de famille, le rire d'Ethan enfant, le regard fier dans les yeux de Richard, mon mari, à chaque fois que nous surmontions une épreuve. Maintenant, ce n'était que des échos lointains. De retour à l'intérieur, j'ai ouvert la petite boîte en bois que je transportais toujours. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos. Ethan avec les cheveux en désordre, riant à côté de sa cabane dans les arbres, une photo de Noël de nous tous en pull rouge, et une lettre de Richard. L'encre s'était estompée avec le temps. J'ai passé mes doigts sur chaque article, tenant ce qui ressemblait à une vie entière. Une vie à laquelle j'avais tout donné, pour me retrouver avec ce vide. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu penses que c'est fini, maman? Ce n'est pas le cas. J'ai su instantanément que c'était Amelia, mais je ne l'ai pas rouvert. Je n'avais plus la force pour la colère ou le chagrin. Juste un vide silencieux s'installant sur moi comme un brouillard. J'ai posé le téléphone et je suis resté assise dans le noir. Peut-être que j'avais gagné, mais j'avais perdu plus qu'une simple maison. Peut-être que la victoire signifiait la fin de chaque illusion que j'avais jamais eue sur la famille. Avant de me coucher, j'ai remis la boîte en bois dans le tiroir. Dehors, la ville bourdonnait, vivante et inconsciente. J'ai chuchoté à moi-même. Demain sera différent. Au moins, je dois y croire. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, plus chaude et plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'ai préparé une tasse de café noir, sans sucre, sans crème, pur et fort, exactement comme je me sentais. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient les photos, la lettre et l'ancienne clé de la maison. Je les ai regardées une dernière fois. La douleur dans ma poitrine avait disparu. C'étaient des souvenirs, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je les ai tous mis dans une enveloppe, je les scellés et je les envoyés au garde-meuble avec les boîtes restantes. Les souvenirs, comme les possessions, appartiennent à un endroit sûr, quelque part. Personne ne peut les violer. Le téléphone a sonné. C'était Martha. Catherine, quel est ton programme pour aujourd'hui? Je ferme l'ancien compte bancaire, je coupe tous les derniers liens. Ma voix semblait légère. Martha a gloussé. Je te conduis. Appelons ça ton adieu officiel. Nous sommes allés à la banque où j'ai demandé à transférer tous les fonds sur mon nouveau compte, complètement séparé. L'employé a demandé si je voulais garder l'ancien. J'ai simplement secoué la tête. Signer les papiers de clôture, c'était comme fermer la porte d'une vieille maison grinçante qui trouvait enfin sa paix. À midi, je suis passé au bureau de Harris. Il m'a remis un dossier, une documentation juridique complète, sécurisant tous mes actifs, garantissant qu'Ethan et Amelia ne pourraient plus jamais y toucher. Tout est en sécurité maintenant, Catherine, a-t-il dit. Pour la première fois, je l'ai vraiment cru. En quittant le bureau, Martha et moi avons déjeuné dans un petit restaurant au bord du lac. La brise transportait l'odeur de l'eau fraîche, la lumière du soleil scintillant sur la surface calme. J'ai réalisé que j'étais assise droite, ne me recroquevillant plus, comme si j'attendais un coup invisible. En rentrant à l'appartement, je me suis tenu sur le balcon, regardant la circulation, les piétons, les enfants riant dans le parc voisin. La vie continuait et la mienne aussi, cette fois pour moi-même. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai détendu mes épaules et j'ai souri d'un sourire sincère. Non pas parce que j'avais obtenu ma vengeance, mais parce que je m'étais sauvé. Il n'avait plus aucun pouvoir sur ma vie. Cet après-midi-là, j'ai organisé mon bureau, j'ai ouvert un carnet vierge et j'ai écrit la première ligne, un nouveau départ. J'ai su à partir de ce moment que chaque jour serait une histoire écrite par moi. Personne d'autre ne tenant le stylo. Une semaine plus tard, ma vie avait l'air complètement différente. Plus de matins lourds ni de pas de colère dans les escaliers. Au lieu de ça, il y avait des moineaux qui gazouillaient devant ma fenêtre et l'odeur du café qui remplissait ma cuisine bien rangée. J'ai commencé à récupérer les choses que j'avais autrefois abandonnées. Chaque matin, je faisais une promenade dans le parc où les feuilles d'érable étaient devenues dorées et rouges. Chaque pas me semblait plus léger, libéré de la crainte de retourner à cette maison froide. J'ai réalisé que j'avais passé des années à vivre comme une invitée dans ma propre vie. Maintenant, j'en étais enfin la propriétaire. Un mardi après-midi, j'ai rejoint un cours de poterie au centre d'art. Assise autour, mes mains façonnant l'argile molle, j'ai eu l'impression de modeler ma vie à nouveau.
Il y avait quelques nouveaux venus dans la classe. Nous avons discuté facilement comme de vieux amis. Personne n'a posé de questions sur mon passé et je n'ai pas eu à m'expliquer. Là, j'étais juste Catherine, une femme apprenant à créer quelque chose de beau. Martha me rendait souvent visite, apportant des histoires joyeuses de son groupe de bénévoles. Un jour, elle m'a invité à rejoindre leur équipe de plantation de fleurs au bord du lac. Nous avons plongé nos mains dans la terre, plantant une fleur après l'autre, au milieu d'éclats de rire. J'ai réalisé que ça faisait longtemps que je n'avais pas ri librement, non pas par ironie ou défi, mais par pure joie. La nuit, j'étais assise près de la fenêtre, lisant ou écrivant dans mon journal, notant les petites choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Une tasse de thé chaud un jour de pluie, un bonjour amical du portier, ou le coucher de soleil doré scintillant sur le lac. Sans peur, même les moments les plus simples sont devenus précieux. Un week-end, j'ai invité quelques nouveaux voisins à dîner. Nous avons partagé un repas, échangé des histoires, et rempli l'appartement de rire. En regardant la table, j'ai enfin compris que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on gagne par la souffrance. Le vrai bonheur, c'est de se sentir en sécurité, d'être soi-même, et d'être entouré de ceux qui vous respectent. Avant de me coucher, je suis sorti sur le balcon, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient en contrebas. La paix s'est installée dans mon cœur comme une eau calme. J'ai chuchoté à moi-même, j'ai repris ma vie, et cette fois, elle est entièrement à moi. Ce sentiment, je le savais avec certitude, était ce que signifiait le vrai bonheur. Cette histoire me rappelle que l'amour et le sacrifice d'un parent ne doivent jamais être traités comme une obligation sans fin, surtout lorsque la famille se transforme en manipulation et en douleur. Partir n'est pas fuir. C'est protéger sa dignité et sa paix. Parfois, s'aimer soi-même est la seule façon de continuer à vivre et un signal d'alarme pour les autres. L'amour ne peut durer que s'il est nourri de respect, pas lorsqu'il est tenu pour acquis. Et vous? Où pensez-vous que se situe la ligne entre le sacrifice et le fait d'être exploité dans les relations familiales? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait être le réconfort dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si vous souhaitez continuer à écouter des parcours de courage et de guérison, restez sur la chaîne et continuons à explorer comment aimer sans se perdre.